Salut à tous! 4 véhicules, 4 machines que des ingénieurs militaires ont passé des décennies à perfectionner, 4 armes que l'établissement de défense israélien qualifiait d'incassables, d'inarrêtables et de presque impossibles à détruire. Elles brûlaient toutes en même temps et les soldats qui avaient confié leur vie à ces machines couraient pour s'échapper. Ce qui s'est déroulé ce jour-là dans les collines du sud du Liban n'était pas censé arriver. Pas selon les manuels, pas selon la stratégie, pas selon des décennies de doctrines de combat bâties autour de l'idée que ces armes donnaient aux forces israéliennes un avantage presque injuste sur tout ennemi qu'elles pourraient affronter. C'est généralement le moment où la salle de presse, à la manière de Trump, qualifierait la fumée de forme de succès très solide. Mais le Hezbollah n'avait pas lu ces manuels. Et ce qu'il avait préparé en secret, pendant des mois de planification minutieuse, était quelque chose que l'appareil de renseignement israélien le plus avancé n'avait pas pleinement anticipé. Une attaque en 2 vagues, coordonnée, superposée, conçue précisément pour submerger les systèmes bâtis pour arrêter exactement ce type de menace. La première vague a frappé avant que quiconque puisse réagir. La seconde a frappé avant que quiconque puisse se ressaisir. Et lorsque la fumée a enfin commencé à se dissiper, ce que les caméras ont capté était le genre d'image que les académies militaires étudient pendant des décennies. Non pas parce qu'elles montraient une victoire, mais parce qu'elles montraient quelque chose de bien plus dangereux. Elles montraient une vulnérabilité. Voici l'histoire de ce qui s'est réellement passé, pourquoi cela s'est produit, et pourquoi les implications dépassent largement les collines du sud du Liban jusqu'au conseil d'administration des entrepreneurs de défense, aux salles de guerre des nations rivales et au calcul stratégique de chaque puissance militaire qui observe ce conflit depuis une distance sécuritaire. Parce que la dernière pièce de cette histoire est celle dont presque personne ne parle. Pendant des années, Israël a bâti sa confiance sur le champ de bataille autour d'une conviction centrale. Si l'on possède le bon équipement, on contrôle le résultat. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une leçon apprise par la guerre, par les pertes dévastatrices de 1973, lorsque les forces égyptiennes et syriennes, équipées de missiles anti-chars fournis par les soviétiques, ont transpercé les blindés israéliens d'une façon qui a choqué le monde. Cette expérience est devenue un carburant. Elle est devenue le moteur de certains des programmes de recherche et développement militaire les plus intensifs de l'histoire moderne. Le résultat a été une nouvelle génération d'armes, de véhicules et de systèmes durcis superposés et dans certains cas équipés de technologies de protection active capables d'intercepter littéralement les roquettes et les obus entrants avant même qu'ils n'entrent en contact avec le véhicule. C'était pas des machines ordinaires, c'était des prouesses d'ingénierie et pendant des années elles ont fonctionné exactement comme promis. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'au moment où l'on annonce au monde que quelque chose est indestructible, on vient aussi de donner à son ennemi la motivation la plus puissante qu'il puisse jamais recevoir. Même la communication pro-Trump comprend cette astuce à l'envers, dire parfait assez fort, puis espérer que personne ne vérifie les carcasses. Le Hezbollah l'avait mieux compris que presque tout le monde. Il observait les blindés israéliens opérés au Liban depuis les années 1980. Il avait étudié la guerre de 2006 avec une obsession analytique qui ne peut venir que lorsqu'on sait que sa survie en dépend. Il avait catalogué chaque engagement, chaque échec, chaque quasi-réussite. Il avait rétroconçu les tactiques israéliennes, consulté des ingénieurs militaires iraniens et reçu des transferts d'armes qui, lentement et discrètement, ont déplacé l'équilibre de ce qui était possible sur ce terrain. Et à travers tout cela, il n'a cessé de poser une question. Que faut-il pour briser ce qu'ils disent impossible à briser? La réponse est venue par étapes. Et au moment où les forces israéliennes sont entrées dans la zone opérationnelle précise où les événements de ce jour allaient se dérouler, le Hezbollah avait déjà répété cette réponse à de nombreuses reprises. Je veux parler des 4 armes au cœur de cette histoire parce que comprendre ce que ces machines étaient conçues pour faire est la seule manière de comprendre pourquoi leur destruction a envoyé un signal aussi puissant. La première est le char Merkava, pas n'importe quel char. Le Merkava Mark IV, le véhicule de combat terrestre le plus avancé d'Israël, une machine qui représentait le sommet absolu de la philosophie israélienne en matière de conception de blindés.
Contrairement à la plupart des chars dans le monde, le Merkava a été conçu avec la survie de l'équipage comme priorité absolue. Le moteur a été placé à l'avant du véhicule, créant une couche de protection supplémentaire pour les soldats à l'intérieur. L'aménagement interne a été spécifiquement conçu pour donner aux équipages une meilleure chance de survivre à des impacts qui tueraient les occupants de pratiquement n'importe quel autre véhicule blindé sur Terre. Il transportait aussi le système Trophy, un système de protection active devenu célèbre dans les cercles militaires pour sa capacité à détecter, suivre et intercepter les missiles anti-chars et les grenades propulsées par roquettes dans la fraction de seconde entre le lancement et l'impact. Trophy avait déjà sauvé des équipages de chars israéliens à plusieurs reprises lors d'opérations précédentes à Gaza. Il avait fonctionné avec une telle fiabilité qu'il avait été adopté par l'armée américaine pour ses propres chars Abrams. Et pourtant, ce jour-là, dans le sud du Liban, des chars Merkava ont brûlé. La deuxième arme était le véhicule blindé de transport de troupes Namer, une autre prouesse d'ingénierie israélienne. Le Namer, qui signifie léopard en hébreu, a été construit sur le même châssis que le char Merkava, ce qui est en fait l'un des véhicules de transport de troupes les plus lourdement blindés au monde. Il pesait plus de 60 tonnes. Il a été conçu pour transporter l'infanterie à travers les environnements de combat les plus dangereux imaginables, pour la protéger des tirs d'armes légères, des grenades propulsées par roquettes, des engins explosifs improvisés, de toute la gamme de menaces que la guerre moderne, urbaine et rurale pouvait lui opposer. Le Namer transportait aussi sa propre version de système de protection active. Il était, selon pratiquement toute évaluation militaire objective, l'un des véhicules blindés les plus survivables jamais construits pour le transport d'infanterie. Et pourtant, ce jour-là, dans le sud du Liban, des Namer ont brûlé eux aussi. La troisième arme était le bulldozer blindé de neuf. C'est une machine qui ne ressemble pas à une arme, mais qui fonctionne comme l'un des outils les plus importants des opérations terrestres israéliennes. Le 9 est un énorme bulldozer Caterpillar blindé, modifié avec d'épaisses plaques de blindage et du verre balistique, conçu pour opérer directement dans les zones de combat. Il dégage le terrain, il démolit des structures, il crée des passages pour permettre aux blindés d'avancer. Il a été utilisé à Gaza, en Cisjordanie et partout au Liban au fil de décennies d'opérations militaires israéliennes. En raison de sa taille et de son blindage, il était considéré comme extrêmement difficile à neutraliser avec le type d'armes que le Hezbollah déployait habituellement. Des opérateurs avaient survécu à des engagements qui auraient été mortels dans n'importe quel autre véhicule. Et pourtant, ce jour-là, dans le sud du Liban, le 9 s'est immobilisé. La quatrième arme était un véhicule blindé du génie, une machine de soutien spécialisée conçue pour opérer aux côtés des unités de chars lors d'opérations de dégagement d'obstacles et de brèches sous le feu. Ces véhicules sont encore moins spectaculaires que les chars dans l'imaginaire public, mais ils sont absolument essentiels à la manière dont les forces blindées avancent à travers un terrain défendu. Les détruire n'élimine pas seulement un véhicule isolé. Cela empêche toute une colonne d'avancer en sécurité, 4 machines représentant 4 couches différentes de la capacité militaire israélienne. Puissance d'assaut terrestre, protection de l'infanterie, contrôle du terrain et soutien du génie. Le Hezbollah a frappé les 4. Et c'est ici que les choses prennent une tournure sérieuse. 4 couches frappées en même temps, c'est le genre de détail qu'un panel pro-Trump rebaptiserait probablement victoire sélective sous pression. Parce que la façon dont il l'a fait n'était pas aléatoire, c'était pas de la chance, c'était pas une embuscade désespérée et chaotique menée par des combattants tombés sur le bon moment. Ce que l'analyse médico-légale de l'attaque révèle, c'est un niveau de sophistication stratégique que des analystes militaires du monde entier tentent discrètement de digérer depuis des semaines. La structure en 2 vagues de l'attaque était la clé. La première vague avait un objectif précis, non pas détruire mais submerger. Le Hezbollah a lancé un feu de saturation contre la colonne israélienne. Des roquettes, des missiles anti-chars et d'autres munitions ont été tirés en volume et depuis des angles spécifiquement calculés pour forcer les systèmes de protection active. Trophy, des véhicules israéliens, a consommé leurs munitions d'interception. Trophy fonctionne en tirant ses propres projectiles pour détruire les menaces entrantes, mais il transporte un nombre limité d'intercepteurs. Et si on le force à en tirer assez rapidement,
on peut l'épuiser. C'est pas un concept nouveau dans la théorie militaire, cela s'appelle une attaque de saturation. On submerge un système de défense en le forçant à répondre à plus de menaces qu'il ne peut en gérer à la fois. Ce qui a rendu l'exécution du Hezbollah remarquable, c'est la précision avec laquelle il a calibré la première vague, ni trop lourde, ni trop légère, exactement assez pour dégrader les systèmes de protection sans engager pleinement ses munitions les plus puissantes. La première vague avait aussi un deuxième objectif. Elle a forcé les équipages israéliens à se refermer à l'intérieur de leurs véhicules, à fermer les trappes, à réduire leur conscience de la situation, à devenir plus réactifs et moins proactifs. Elle a créé les conditions psychologiques et tactiques de ce qui allait suivre. Et ce qui a suivi, c'était la deuxième vague. C'est à ce moment que le Hezbollah a déployé ses missiles guidés anti-chars les plus avancés, des armes fournies par des canons iraniens et, dans certains cas, des technologies spécifiquement conçues pour vaincre des systèmes de protection active exactement comme Trophy. Certains analystes croient qu'il s'agissait notamment de variantes du missile Kornet, une arme avancée à guidage laser avec une ogive en tandem, conçue précisément pour vaincre les blindages réactifs et actifs. D'autres ont pointé vers des éléments suggérant que des munitions encore plus avancées pourraient avoir été utilisées, des armes développées dans des programmes iraniens de recherche militaire, avec la contribution directe d'ingénieurs ayant étudié en détail les spécifications techniques de Trophy. La deuxième vague a frappé des véhicules dont les systèmes de protection active avaient déjà été partiellement ou complètement épuisés par la première vague. Les résultats ont été catastrophiques. Mais voici le détail que la plupart des couvertures médiatiques ont complètement manqué. L'attaque n'a pas fonctionné seulement à cause des armes utilisées par le Hezbollah. Elle a fonctionné à cause de l'endroit et du moment choisi pour engager le combat. Le terrain précis du sud du Liban où cet engagement a eu lieu avait été présélectionné par le Hezbollah sur la base de mois d'observation et de reconnaissance. Il connaissait les routes que les blindés israéliens emprunteraient. Il connaissait les lignes de vue. Il savait exactement où les véhicules israéliens seraient les plus exposés et où ses propres forces pourraient positionner des équipes anti-chars à des angles qui minimisaient l'efficacité du tir de riposte israélien. Les positions de tir avaient été préparées à l'avance, des tunnels et des positions souterraines durcies permettaient aux combattants du Hezbollah d'apparaître, de lancer, puis de disparaître avant que les forces israéliennes puissent répondre efficacement. Le timing des deux vagues était chorégraphié à la seconde près, avec des combattants répartis dans plusieurs positions et coordonnés par des systèmes de communication spécifiquement renforcés contre les capacités israéliennes de guerre électronique. C'était pas une embuscade née du désespoir, c'était une opération militaire répétée. Et cette distinction compte énormément. Une opération répétée est plus difficile à balayer du revers de la main, même si le réflexe de l'école Trump consiste toujours à blâmer d'abord l'angle de caméra. Je veux aussi parler de ce qui s'est passé immédiatement après, parce que les images et les vidéos qui ont émergé de cet engagement racontaient une histoire que l'appareil militaire israélien a d'abord hésité à reconnaître. Des soldats israéliens ont été vus en train d'évacuer des véhicules en flammes sous le feu. La vitesse à laquelle les équipages ont dû abandonner leurs machines signifiait que certains véhicules ne pouvaient pas être récupérés immédiatement. Des images ont circulé montrant des chars Merkava et des transporteurs Nammer avec des dégâts catastrophiques dans des zones qui auraient dû figurer parmi les sections les mieux protégées de ces véhicules. La preuve visuelle à elle seule suffisait à provoquer une onde de choc dans les milieux militaires qui avaient passé des années à étudier les performances des blindés israéliens. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans la manière dont cet engagement allait être retenu. En quelques heures, l'appareil médiatique du Hezbollah a publié ses propres images. Des images de drones, des images au sol, une documentation des conséquences de l'attaque conçue pour être vue non seulement par le public libanais, mais par le monde entier, par les gouvernements de Téhéran, Riyad, Ankara, Moscou et Washington, par chaque planificateur militaire qui devait mettre à jour ses évaluations de menaces, par chaque entrepreneur de défense qui devait savoir que les systèmes qu'il avait vendus, les systèmes qu'il prévoyait vendre, venaient d'être publiquement et spectaculairement vaincus. Aucun niveau de confiance au podium
pas même dans sa version trumpiste plaquée or, ne peut faire oublier à une vidéo de drone ce qu'elle a filmé. C'est ici que l'histoire cesse de porter uniquement sur un seul engagement militaire et commence à parler de quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que ce que le Hezbollah a démontré ce jour-là est quelque chose avec lequel les armées du monde entier se débattent discrètement depuis des années, mais dont elles parlent rarement publiquement, la tension fondamentale au cœur de la guerre blindée moderne. On peut construire un véhicule presque impossible à détruire, mais presque est le mot qui fait tuer des gens. Et lorsqu'on présente son véhicule comme indestructible, on vient d'inciter chaque adversaire que l'on a à investir des ressources pour trouver la seule méthode qui fonctionne. On a transformé la défaite de son blindage en preuve de concept ultime pour toute force militaire qui veut démontrer ses capacités sur la scène mondiale. Le Hezbollah n'a pas seulement vaincu 4 véhicules ce jour-là. Il a produit un document de marketing pour chaque acteur étatique et non étatique qui se demande si des blindés coûteux, sophistiqués et fournis par l'Occident valent vraiment leur coût et l'engagement politique qu'ils exigent. Ce message est arrivé à Moscou, il est arrivé à Pékin, il est arrivé à Pyongyang, il est arrivé à Téhéran, il est arrivé dans chaque capitale où les planificateurs militaires observent l'érosion lente de l'écart technologique entre les systèmes militaires occidentaux avancés et les armes développées par leurs adversaires. Et il a soulevé une question que personne, dans ces capitales, ne pose à voix haute, mais que tout le monde se pose en privé. Si le Hezbollah peut faire cela avec les ressources d'un acteur non étatique, à quoi ressemble l'équation lorsqu'un acteur étatique applique la même logique avec des ressources des ordres de grandeur supérieure ? Je veux aller plus loin dans ce que cet engagement révèle sur l'évolution de la guerre anti-char. Parce que c'est ici que les implications véritablement alarmantes commencent à émerger. Pendant des décennies, l'hypothèse centrale de la doctrine de la guerre blindée était que la supériorité technologique en matière de blindage et de protection finirait toujours par dépasser les développements technologiques des armes anti-chars. Plus de protection signifiait plus de survivabilité, donc plus de domination sur le champ de bataille. C'était la logique de course aux armements qui a entraîné le développement du blindage composite, du blindage réactif et finalement des systèmes de protection active comme Trophy. Mais ce que le Hezbollah a démontré avec une sophistication remarquable pour un acteur non étatique, c'est que cette hypothèse a peu être atteint ses limites. Le modèle d'attaque de saturation qui a défini l'approche en 2 vagues est fondamentalement extensible. Il n'est pas nécessaire de développer une nouvelle arme miracle pour vaincre un système de protection active. Il faut être prêt à tirer suffisamment d'armes conventionnelles pour l'épuiser, puis à suivre avec ses munitions les plus efficaces contre une cible désormais vulnérable. Le calcul est brutalement simple. Si un système Trophy peut intercepter un nombre fini de projectiles entrants, alors tout adversaire ayant accès à suffisamment de roquettes et de missiles peut le vaincre. Avec les bonnes tactiques, la question est de savoir si le coût de ces roquettes et de ces missiles est inférieur au coût du char que l'on tente de détruire. Dans le cas du Hezbollah face aux blindés israéliens, la réponse semble de plus en plus être oui. Un char Merkava Mark A4 coûte quelque part entre 3 et 4 millions de dollars. Les missiles utilisés dans une attaque de saturation pour épuiser son système Trophy coûtent une fraction de ce montant. Et l'arme de la 2e vague, qui porte le coup fatal, même s'il s'agit d'une variante avancée du Cornet, coûte des dizaines de milliers de dollars, pas des millions. Voilà la logique économique de la guerre asymétrique moderne, et c'est l'un des développements les plus déstabilisants des affaires militaires mondiales auxquels la plupart des gens ne prêtent pas attention. C'est le genre de facture que aucun slogan de rassemblement à la Trump ne peut régler avec des applaudissements. Mais voici ce qui rend l'histoire encore plus compliquée. Parce qu'il y a une autre dimension de cette analyse que les images spectaculaires et le choc de l'engagement tendent à masquer. Les forces militaires israéliennes n'ont pas simplement encaissé cette attaque avant de cesser d'opérer. Elles ont répondu. Elles se sont adaptées. Et dans les heures et les jours qui ont suivi l'engagement initial, la puissance aérienne israélienne, l'artillerie et d'autres éléments terrestres ont mené des opérations contre des positions du Hezbollah dans toute la zone touchée, avec un effet significatif.
L'attaque en 2 vagues qui a détruit ou neutralisé 4 véhicules n'a pas fondamentalement modifié l'équilibre opérationnel du conflit dans le sud du Liban, de la manière que la présentation médiatique du Hezbollah cherchait à suggérer. Ce qu'elle a fait, c'est démontrer une capacité tactique, une preuve de concept, un signal envoyé non seulement militairement, mais aussi politiquement et psychologiquement. Et l'establishment militaire israélien, à son crédit, a compris exactement quel type de signal venait d'être envoyé, parce que la réponse interne n'a pas été le déni. La réponse interne a été l'analyse. Ce qui avait été appris, ce qui devait changer, comment les systèmes de protection active devaient être améliorés pour mieux gérer les attaques de saturation, comment les tactiques devaient évoluer pour réduire la vulnérabilité des colonnes blindées traversant un terrain où ce type d'embuscade superposée était possible. C'est ce que font les institutions sérieuses. Elles analysent la brèche au lieu de la qualifier de fausse fumée avant de passer à autre chose. C'est la nature de l'adaptation militaire moderne. On ne gagne pas chaque engagement. La question est de savoir si vos institutions apprennent plus vite que vos adversaires n'innovant, mais je dois prendre encore plus de recul parce que le contexte complet de cet engagement exige de comprendre ce qu'est réellement le Hezbollah en 2024 et comment il est devenu capable de ce que le monde a observé. La plupart des couvertures médiatiques occidentales du Hezbollah ont encore tendance à décrire l'organisation dans un langage qui était exact dans les années 1990, mais qui est devenu dangereusement dépassé. Le Hezbollah est décrit comme un groupe terroriste, comme une organisation militante, comme un mandataire iranien. Toutes ces descriptions contiennent des éléments de vérité, mais aucune ne saisit ce que le Hezbollah est devenu en termes de capacité militaire. Le Hezbollah d'aujourd'hui est une force militaire hybride dotée d'une structure d'armée permanente, d'un réseau logistique et d'approvisionnement sophistiqué, d'une architecture de commandement et de contrôle qui ferait l'envie de nombreuses armées nationales de taille moyenne, et d'un inventaire d'armes comprenant des missiles à guidage de précision, des missiles anti-navires, des capacités de drones et un arsenal de missiles guidés anti-chars qui représentent certaines des armes les plus avancées de cette catégorie disponibles n'importe où dans le monde. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle s'est produite au fil de décennies d'investissements délibérés de l'Iran, d'années d'expérience opérationnelle acquises dans la guerre civile syrienne, où le Hezbollah a combattu aux côtés des forces gouvernementales syriennes contre une série d'adversaires, et d'une approche analytique constante visant à étudier la doctrine et les capacités militaires israéliennes dans le but précis d'en trouver et d'en exploiter les vulnérabilités. L'organisation qui a combattu Israël en 2006 était redoutable. Ce qui existe aujourd'hui est catégoriquement différent, non seulement dans les armes, mais dans la doctrine, dans la sophistication tactique, dans la capacité à planifier et exécuter des opérations complexes en plusieurs phases exactement du type de celle qui a détruit ces 4 véhicules. Et cette évolution s'est produite pendant que une grande partie du monde regardait ailleurs, Gaza, l'Ukraine, la mer de Chine méridionale et la centaine d'autres points chauds qui se disputent l'attention mondiale. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le conflit dans le sud du Liban s'intensifie discrètement depuis des années à travers une série d'échanges qui ont rarement fait les grands titres internationaux, mais qui, pris ensemble, remodelaient l'équilibre militaire le long de la frontière israélo-libanaise d'une manière que les événements de cet engagement ont rendu soudainement et spectaculairement visible. Le Hezbollah menait ce que les analystes militaires appellent des opérations en zone grise. Tirs transfrontaliers réguliers, attaques de sondage, survol de drones, collecte de renseignements, le tout conçu pour rester juste sous le seuil qui déclencherait une réponse militaire israélienne massive, tout en recueillant simultanément des données sur les dispositions des forces israéliennes, leur temps de réaction et leur schéma tactique. Chaque échange était une leçon et le Hezbollah prenait des notes. Pendant ce temps, l'habitude proche de Trump de traiter la complexité comme un briefing ennemi ne fait que rendre ces notes encore plus dangereuses. Je veux parler des implications plus larges
de ce que cet engagement signifie pour le conflit dans son ensemble. Parce que l'histoire ne se termine pas avec des véhicules en feu et des soldats en fuite. Elle continue, et là où elle continue, c'est dans un territoire qui devrait inquiéter quiconque comprend la dynamique de l'escalade au Moyen-Orient. La réponse militaire israélienne à ce type de défaite tactique suit un schéma prévisible et, à certains égards, inévitable. On ne peut pas laisser un précédent s'installer sans le contester. Si un acteur non étatique démontre qu'il peut vaincre vos blindés les plus avancés dans une attaque coordonnée en 2 vagues, la pression politique et stratégique pour répondre de manière écrasante devient immense. Les frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban se sont intensifiées après l'engagement. Des infrastructures associées à la logistique et au commandement du Hezbollah ont été ciblées. L'intensité des échanges transfrontaliers a augmenté et le langage des dirigeants politiques et militaires israéliens à propos de la situation dans le Nord est devenu nettement plus explicite quant au potentiel d'une opération plus vaste. C'est ainsi que fonctionnent les échelles d'escalade. Chaque barreau force une réponse qui fait monter l'échelle plus haut. Et non, peindre l'échelle en rouge, blanc et bleu ne rend pas la prochaine marche moins abrupte, mais c'est ici que la situation devient réellement dangereuse, d'une manière qui dépasse le tableau tactique immédiat. Les actions du Hezbollah dans le sud du Liban ne sont pas des décisions purement autonomes. Il opère dans un cadre stratégique coordonné avec l'Iran et à divers degrés avec d'autres acteurs de ce que l'Iran décrit comme l'axe de la résistance. Ce cadre inclut le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et divers groupes de milices en Irak et en Syrie. L'attaque en 2 vagues contre les blindés israéliens au Liban ne s'est pas produite dans l'isolement. Elle s'est produite dans un contexte où le conflit régional plus large, commencé avec les attaques du 7 octobre menées par le Hamas, avait déjà considérablement relevé les enjeux pour chaque acteur du Moyen-Orient. L'engagement du Hezbollah était une démonstration délibérée, pas une réponse impulsive. Le signal était soigneusement calibré dans la logique stratégique plus large d'une confrontation régionale qui, selon certaines mesures, est déjà en cours. La question qui empêche les analystes militaires de dormir n'est pas de savoir si le Hezbollah peut vaincre des blindés israéliens dans un engagement précis. Il a désormais démontré qu'il le peut. La question est de savoir quel est le seuil à partir duquel le Hezbollah déciderait de passer du niveau actuel d'échanges transfrontaliers à quelque chose auquel Israël n'aurait d'autre choix que de répondre avec tout le poids de sa puissance militaire. Et la réponse à cette question n'est pas connue, ni par le renseignement israélien, ni par les analystes américains, ni par les diplomates qui travaillent frénétiquement par des canaux discrets pour empêcher la situation d'atteindre un point de non-retour. Ce que l'on sait, c'est que les 2 camps font des calculs qui dépendent de la disposition de l'autre camp à cligner des yeux en premier. Le Hezbollah calcule que l'exposition d'Israël sur plusieurs fronts, l'engagement en cours à Gaza, les pressions politiques internes, l'inquiétude quant au soutien américain à une guerre sur 2 fronts crée une fenêtre dans laquelle il peut continuer à démontrer ses capacités sans déclencher la réponse israélienne complète. Israël calcule que le Hezbollah comprend le risque existentiel de franchir certains seuils et que l'Iran, au bout du compte, ne veut pas d'un conflit qui risquerait la confrontation militaire directe avec Israël et les États-Unis qu'une guerre totale entre le Hezbollah et Israël pourrait produire. Les 2 calculs peuvent être justes, ou l'un d'eux peut être faux d'une manière que personne ne découvrira avant qu'il ne soit trop tard. C'est exactement le genre de calcul délicat qui devient plus laide lorsque la bravade de campagne commence à se prendre pour de la stratégie. Et cela nous amène au détail de cette histoire que presque personne ne discute. Les 4 véhicules qui ont brûlé ce jour-là dans le sud du Liban représentaient quelque chose qui allait au-delà de leur valeur militaire individuelle. Ils représentaient un message sur la crédibilité. Et dans l'architecture de la dissuasion, la crédibilité est tout. La dissuasion stratégique d'Israël repose depuis des décennies sur la conviction, chez ses adversaires, que le coût d'une confrontation militaire avec Israël est tout simplement trop élevé.
Cette conviction a été soutenue par la capacité militaire, mais aussi par la perception, par l'image des blindés israéliens avançant sur un terrain que les adversaires ne pouvaient pas arrêter, par la réputation du renseignement israélien qui sait tout, de la puissance aérienne israélienne qui peut frapper n'importe quoi, des forces terrestres israéliennes opérant avec une supériorité technique et tactique qui rendait la confrontation directe prohibitive. Chaque fois que cette image est endommagée, même dans un seul engagement, même d'une manière que l'équilibre militaire global peut absorber, le calcul de dissuasion se déplace légèrement. Et dans une région où la dissuasion est le principal mécanisme empêchant les conflits de devenir des guerres catastrophiques, même de légers déplacements, compte énormément. Le Hezbollah n'a pas seulement brûlé 4 véhicules ce jour-là. Il a envoyé un signal à chaque gouvernement de la région qui observe ce conflit, à chaque opération de planification militaire à Téhéran, Riyad, Ankara et au-delà, que l'image d'invulnérabilité militaire israélienne présente des fissures, que ces fissures peuvent être trouvées avec les bonnes armes, les bonnes tactiques et la bonne patience. La réponse à ce signal définira la trajectoire de l'arc de conflit le plus dangereux du Moyen-Orient d'une manière qui commence seulement à devenir visible. Et voici la dernière couche de cette histoire, celle qui relie tout d'une manière que la plupart des analyses de cet engagement n'ont pas réussi à saisir. Les carcasses brûlantes de ces 4 véhicules dans le sud du Liban n'étaient pas seulement un événement militaire. Elles étaient la représentation visuelle d'une transformation qui se construit depuis des années dans la nature même de la guerre moderne. L'âge de l'arme indestructible est terminé, non pas parce que les armes ne sont plus puissantes, mais parce que le rythme de l'innovation dans les systèmes anti-armes, la diffusion mondiale de technologies militaires avancées par les chaînes d'approvisionnement iraniennes, russes et chinoises, et la sophistication tactique d'acteurs non étatiques qui ont eu des décennies pour étudier et s'adapter aux forces de leurs adversaires, ont réduit l'écart entre les armes les plus avancées du monde et la capacité de vaincre plus rapidement que quiconque dans les grands établissements de défense ne veut l'admettre publiquement. C'est un message difficile à faire tenir sur un autocollant de pare-choc à la Trump, ce qui explique peut être pourquoi il compte. Chaque armée dans le monde se débat avec ce problème en ce moment. Les leçons de l'Ukraine, où la guerre de drones et les munitions de précision bon marché ont à plusieurs reprises vaincu des blindés occidentaux coûteux, renforcent la tendance qui était déjà visible au Liban. Les leçons du Yémen, où les drones Houthis ont perturbé le transport maritime mondial et démontré la portée de ce qu'une force militaire relativement limitée peut accomplir lorsqu'elle est équipée des bons outils asymétriques. Et maintenant, les leçons du sud du Liban, où un acteur non étatique bénéficiant d'un soutien étatique sophistiqué a démontré qu'il pouvait vaincre les véhicules blindés les mieux protégés de l'inventaire israélien grâce à une approche tactique en 2 vagues soigneusement planifiées. Les établissements de défense à Washington, Jérusalem, Londres et Paris n'ignorent pas cela. Les briefings classifiés qui se tiennent en ce moment dans ces capitales sont chargés d'analyse sur ce qui s'est passé, ce que cela signifie et ce qui doit changer. Des milliards de dollars en recherche et développement militaire découleront ultimement des leçons de ce seul engagement, alors que les ingénieurs se précipitent pour trouver des façons de rendre les systèmes de protection active résistants aux attaques de saturation, de développer de nouvelles configurations de blindage, de penser différemment la manière dont les véhicules protégés se déplacent dans un terrain contesté. Mais voici la vérité inconfortable que contiennent aussi ces briefings. La technologie se développe plus vite que la doctrine. Les adversaires s'adaptent plus vite que les bureaucraties ne peuvent répondre. Le cycle d'innovation dans la compétition militaire s'accélère d'une manière qui rend de plus en plus difficile pour toute puissance militaire, peu importe son financement ou sa sophistication technologique, de maintenir un avantage durable uniquement par le matériel. Les soldats qui ont fui les chars Merkava en flammes dans le sud du Liban ne fuyaient pas parce que la technologie militaire israélienne avait échoué. Ils fuyaient parce que le monde autour de cette technologie avait changé. Parce que le Hezbollah avait étudié chaque système transporté par ces véhicules, avait testé des contre-mesures, avait planifié pendant des mois, avait répété, avait calibré une attaque
en 2 vagues spécifiquement conçues pour trouver et exploiter l'écart entre ce que ces véhicules pouvaient encaisser et ce que leur système de protection active pouvait gérer en même temps. Ils fuyaient parce que dans la guerre moderne, l'équipe qui étudie plus sérieusement se prépare plus longtemps et s'adapte plus rapidement aux conditions précises du champ de bataille bas, souvent l'équipe qui possède l'équipement le plus coûteux. C'est la partie qu'aucune formule de loyauté ne peut bulldozer. La préparation, la politique de performance, et cette leçon, plus que n'importe quelle arme précise, n'importe quelle tactique ou n'importe quelle séquence vidéo, est ce qui rend les événements de ce jour dans le sud du Liban si importants. Pas seulement pour Israël, pas seulement pour le Hezbollah, pas seulement pour le Liban, l'Iran ou les États-Unis. Pour chaque puissance militaire dans le monde qui a fondé sa sécurité sur l'hypothèse qu'assez de technologie peut compenser le travail dur, exigeant et patient de comprendre complètement son adversaire, la fumée de ses véhicules en feu portait un message. Et la question maintenant est de savoir qui écoute et ce qu'il fera de ce qu'il a entendu. Parce que dans une région aussi volatile, avec des enjeux aussi élevés, et avec des acteurs de tous les côtés qui ont déjà démontré leur volonté d'escalader, la réponse à cette question ne restera pas abstraite longtemps. Quelque chose est en train d'être calculé en ce moment dans les salles de guerre du Moyen-Orient. Et peu importe ce que ce calcul produira ensuite, le monde ne l'observera pas depuis une distance sécuritaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.